25% des investissements dans les startups dans le monde entier ont lieu à San Francisco. Pas aux États-Unis, 25% ont lieu à San Francisco. Donc tu te dis, mais attends, il se passe quoi là-bas? Le point le plus compliqué, c'est que si t'attends et que la boîte elle a trop de traction, elle a plus besoin de toi. Et moi, ça me fait chier de dire, je bosse comme un malade maintenant et je profiterai à la retraite. On sait pas, on n'atteindra peut-être pas la retraite ou peut-être pas en bonne santé. Il faut profiter maintenant. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le secteur du private equity est en plein essor en France. Le succès de l'émission Qui veut être mon associé, l'adaptation française de Shark Tank, est emblématique de l'engouement actuel pour ces investissements dans des entreprises naissantes. On en avait parlé avec Anthony Bourbon sur l'épisode 105, tu t'en souviens, et les multiples de valorisation qu'il annonçait à l'époque avaient suscité pas mal d'émoi. Aujourd'hui, on va parler d'un segment de niche du private equity, celui des startups tech basées aux États-Unis. Et c'est très logiquement que l'on reçoit Gabriel Jarosson pour en parler avec nous aujourd'hui. Business Angel à titre personnel, Gabriel a créé il y a 5 ans la société Léonis, un club d'investissement permettant d'investir avec lui sur des levées de fonds auxquels il obtient un accès privilégié. Il a, et tu l'entendras, tissé des connexions avec ce milieu assez fermé et surtout bâti une expérience qu'il nous partage en toute transparence. Au cours de la conversation, on verra pourquoi Gabriel choisit d'investir dans des startups basées aux US et comment il en est arrivé à créer son club deal, quels sont les principaux critères de sélection des startups, dans lesquels investir, où trouver les bonnes infos, par quel biais investir, dans quel timing aussi rentrer sur ce marché. Quel est le niveau de diversification adéquat sur ce type de support, la taille du marché secondaire, s'il y en a un, la fiscalité qui s'applique aux plus-values. Et Gabriel partage aussi ses échecs d'investissement dans 2 startups, notamment parmi les 50 qu'il a réalisées, et les leçons que l'on peut en tirer. Si tu as quelques billes à placer et que tu cherches un support dynamique, atypique, sur lequel tu peux vraiment analyser les choses, pas comme dans un casino, cet épisode va forcément te plaire. Je te précise qu'on l'a enregistré début mars et que donc c'était avant la faillite de la Silicon Valley Bank qui a changé pas mal de choses au secteur de la Silicon Valley aux États-Unis. C'est bien de le garder en tête. Et avant de démarrer, je tiens à remercier les personnes qui soutiennent ce podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou de messages, ça fait toujours plaisir. Merci à Petu, Gay Potager 08 et Alain pour vos commentaires cette semaine sur Apple Podcast. Petu qui apprécie notamment le mélange de théories et de cas très concrets sur le podcast. C'est exactement la dynamique que je souhaite apporter entre les épisodes classiques comme celui que tu écoutes actuellement et des sessions live de l'atelier sur YouTube que je retranscris en podcast. Alors forcément, ça fait plaisir de lire ça. Allez, sur ce, je t'emmène sur notre conversation avec Gabriel sur l'investissement dans les startups. C'est parti. Salut Gabriel, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de me recevoir. Merci à toi de nous faire plaisir de venir parler un petit peu de start-up. La Silicon Valley a un sujet très intéressant, très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas peut-être ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Gabriel Jarosson. Je suis le fondateur de Léonis Investissement depuis un peu plus de 5 ans maintenant, qui est ce qu'on appelle communément dans le jargon un club deal, c'est-à-dire un club d'investisseurs qui réunit des particuliers pour leur permettre d'investir dans des startups auxquelles ils n'auraient pas accès, notamment parce qu'ils ne seraient pas assez riches. C'est-à-dire que on réunit des petits investisseurs qui mettent des petites sommes, mais mises bout à bout, qui font des grosses sommes. Et la particularité de Léonis Investissement, tu l'as mentionné, c'est qu'on propose à nos membres d'investir dans la Silicon Valley. On est les seuls à faire ça. J'en suis très fier. J'aime beaucoup la Silicon Valley. C'est le berceau des startups. On va bien sûr en reparler. Tout à fait. Avant justement d'attaquer le sujet, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu justement ton parcours jusqu'à cette activité qui est assez particulière en tout cas par rapport à ce qu'on a vu dans le milieu de l'investissement et donc nous faire un petit peu un retracé de comment t'en es arrivé à faire ça Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors écoute, moi je suis ingénieur de formation, j'ai jamais exercé le métier d'ingénieur parce que j'aimais pas du tout les études d'ingénieur et pendant mes études et même d'ailleurs avant mes études d'ingénieur quand j'étais très très jeune, j'étais toujours passionné d'entrepreneuriat et de business. Et donc j'ai monté plein de business dans ma vie, en tout cas j'ai essayé de monter plein de business dans ma vie, j'ai souvent échoué, mais j'ai quand même réussi un petit peu certains business, j'ai eu la chance de vendre 2 startups que j'ai créées. Et donc je sors d'école en 2013. Et en sortant d'école, donc j'avais encore jamais vendu de boîte à ce moment-là, donc j'avais pas de sous, mais je voulais investir dans les startups. Pour diverses raisons, mais principalement à force d'essayer plein de business, j'ai compris
finalement que tous les business n'étaient pas égaux. Et j'ai fait énormément d'erreurs et je voyais d'autres business faire les mêmes erreurs que moi. Et je voyais des business ne pas faire les erreurs que moi j'avais faites. Je me disais, ces gens-là, ils sont plus intelligents que moi, ils font pas ces erreurs-là, ils vont y arriver, leur boîte va réussir parce que moi j'ai fait ces erreurs, ma boîte elle a pas marché, mais eux ils évitent ces erreurs-là. Et donc je me suis dit, puisque j'ai compris ça, mon intérêt c'est d'investir dans ces boîtes-là. J'allais voir les fondateurs en disant, coucou, je veux investir dans ta boîte. Et les mecs me disaient souvent, ok, tu veux investir, écoute, c'est 50 000 euros, 100 000 euros, même 10 000 euros. Je les avais pas. J'avais pas vendu le boîte, il se passait rien. Donc, je me disais, mince, je suis coincé. Alors, j'ai essayé d'insister en disant, moi, je vais investir 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Parfois, ils me disaient oui. Dans 99% des cas, ils me disaient non. Et donc, entre 2013 et 2017, j'arrive à faire quelques investissements. J'arrive à faire quelques exits. Et très, très fier. J'en parle autour de moi, mon réseau, mes connaissances, etc. Et il y a un certain nombre de personnes qui me disent, tu vois, mon tout premier investissement, par exemple, j'ai investi 5 000, je récupère 15 000 2 ans et demi plus tard. J'étais trop fier, je l'annonce à tout le monde. Les gens me disent, t'as gagné 10 000 euros en 2 ans et demi sans rien faire. Moi aussi, je vais gagner 10 000 euros en 2 ans et demi sans rien faire. Donc, j'ai quelques copains qui me disent, partage-nous les bons plans finalement la prochaine fois. Et c'est à ce moment-là, donc en mai 2017, où j'ai un peu ce light bulb moment, cette idée où je me dis, attends, moi, j'ai pas assez d'argent pour investir dans les boîtes. Et je me fais 90% du temps refuser. Là, j'ai des copains qui disent, attends, t'as gagné 10 000 balles, c'est cool, partage-nous les infos. Donc, j'avais un peu cette crédibilité auprès d'eux. Mais je me suis dit, si on se rassemblait, et si on est, donc au début, on était 7. J'ai dit, si on met chacun 5 000 euros, ça fait 35 000 euros. C'est un peu plus intéressant déjà pour un entrepreneur que 5 000 ou 2 000 euros. Donc, c'est comme ça qu'est né Léonis Investissement. Et puis, aujourd'hui, fast forward, 5 ans et demi plus tard, ça, c'était en mai. Finalement, on n'arrive pas à faire cet investissement, parce que ça le fait pas finalement. Bon, peu importe les détails. Aujourd'hui, il y a plus de 700 personnes qui ont investi avec le club Léonis. On a investi plus de 31 millions. Donc, c'est le même concept, mais passé à l'échelle. Voilà. Ouais, en mode industriel, quoi. Non, c'est cool. On va en parler justement. Juste pour mémoire un petit peu et recadrer un peu, les boîtes que tu avais créées avant 2013 et que tu as vendues, c'était dans quel domaine et juste pour avoir Ouais, rien à voir. Alors, pendant que j'étais donc en école, j'ai monté une marketplace de vente de vin. Donc en fait, c'était l'époque à partir de 2010 où c'était l'émergence d'Amazon, tout le monde dit c'est génial cette boîte, etc. Et je me dis on est en France, il y a du vin. J'étais parti en stage l'été d'avant à Hong Kong et tout le monde me disait t'es français, il faut que t'importes du vin à Hong Kong, c'est génial et tout. Donc j'ai commencé à regarder le business du vin que je connaissais pas et je décide de créer une marketplace de vin, c'est-à-dire une place de marché comme Amazon où le vin reste chez le producteur. Et quand quelqu'un le commande, il va directement chez le consommateur. Il faut savoir que 90% du vin, encore aujourd'hui, qui est commandé sur Internet, il a d'abord été acheté par une espèce de centrale d'achat. Et donc, il a voyagé une première fois vers un entrepôt et il revoyage une deuxième fois. Donc, en plus, j'avais cette notion c'était meilleur pour l'environnement. Le vin polluait moins. Et puis moi, j'avais aucun stock. C'était mon ordi et j'étais l'un des plus gros vendeurs de vin en France. Alors, je dis l'un des plus gros. Il y a 140 sites de vente de vin en France et on s'est classé dans le top 15 en termes de volume. Moi tout seul avec mon ordi pendant que j'étais étudiant, je faisais beaucoup de SEO. J'ai vendu ça à mon concurrent qui s'appelle Les Grappes, qui existe toujours, que je vous recommande d'aller voir. Donc tu peux acheter du vin en direct à la propriété qui pollue moins, très sympa. Suite à quoi je suis parti habiter en Chine pendant 2 ans. Et depuis la Chine, j'ai réfléchi à créer un autre business en Chine, mais je me suis dit finalement t'as appris plein de trucs sur la France, le marché européen. Je faisais beaucoup de SEO, c'est-à-dire de référencement. En Chine, il n'y a pas Google, donc je serais reparti de zéro. Donc depuis la Chine, j'ai créé un business en France qui n'a rien à voir, mais qui était une plateforme d'e-learning en B2B sur le management. Donc vraiment rien à voir, mais en fait ça s'explique. Le vin, je me suis rendu compte que c'était très compliqué parce que c'est lourd, c'est fragile, et donc c'est cher à transporter. Et c'est là où je me suis rendu compte que tous les business n'étaient pas égaux. Je commence à développer mes critères d'investissement. Et là je vais dans le e-learning, je prends l'opposé en me disant là il y a rien à transporter, c'est peinard, ça passe, c'est des atomes et des photons et des bits d'informations. Et donc je suis en train de vendre cette société, la vente n'est pas encore signée, donc je devrais pas, mais bon voilà, c'est en cours. Et donc ça fera 2 exits. Et ce qui est évidemment, je suis très 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 fier. Et donc cette boîte-là, je l'ai créée en 2015, mais depuis 2018, en fait, je m'en occupe plus. C'est pour ça que je la vends aujourd'hui, puisque je suis sur Léonis Investissement, évidemment. Donc la boîte continue à tourner toute seule, à faire du résultat, mais il était temps de passer à autre chose. Voilà. Ça marche. Bon, c'est cool. Là, on voit que c'est quand même très ancré dans le digital, tout ça. Et ça peut-être expliquer un petit peu ensuite tes critères d'investissement, tes volontés par rapport aux boîtes dans lesquelles tu investis. Est-ce que tu peux nous faire maintenant peut-être le bridge pour aller jusqu'à pourquoi en fait investir? On a vu pourquoi investir en Club Deal. T'as compris que t'avais un peu ce don de faire ça. Et pourquoi les startups de la Silicon Valley? Qu'est-ce qui t'a amené là, quoi? Oui, alors
dans toute cette histoire, tout ça, toutes mes boîtes, je les ai créées en France. Je suis français, j'habite en France. Je ne t'appelle pas de la Silicon Valley. Et quand j'ai commencé à investir, donc que ce soit en 2013 tout seul, en 2017 avec au début des connaissances des amis, et puis après ça s'est étendu à un cercle de gens que je connaissais pas. Je commence à investir en France. C'est normal, c'est ce que je connais, c'est là où j'habite. Et puis donc, à force de grenouiller dans tous les événements d'entrepreneurs, etc., pour essayer de rencontrer du monde, j'avais un réseau en France. Et donc de 2017 à 2020, on investit avec Léonis en France. Et puis j'ai cette chance, moi, de très bien parler anglais depuis très jeune, donc j'ai pas de... Il y a des gens en France, malheureusement, qui ont des problèmes avec la langue. Moi, j'avais pas la barrière de la langue du tout. Et donc, assez rapidement, je me suis dit, si je veux comprendre, investir avec succès dans les startups, il faut que je regarde les meilleures startups, les meilleurs investisseurs, etc. Et je me rends compte que les meilleures startups, elles sont aux États-Unis, que les meilleurs investisseurs, les plus grands fonds d'investissement, les plus connus, qui rapportent le plus d'argent, etc., à leurs investisseurs, c'est des fonds d'investissement américains. Je pense à Sequoia, à Andreessen Horowitz, qui sont pour moi les légendes, vraiment les légendes vivantes. Et donc, si tu veux, je commence à me dire, je m'intéresse aux startups. Maintenant, c'est mon métier, je fais ça à plein temps. Il faut que j'aille voir, il faut que je me renseigne sur les meilleurs. De même que si tu t'intéresses au foot, ça t'intéresse de savoir ce que fait le PSG, ce que fait le Bayern de Munich, ce que fait le Manchester United. Je connais rien au foot, mais je sais que il faut que tu t'intéresses, c'est les plus grands clubs où tu t'intéresses, j'en sais rien, à l'équipe du Brésil, c'est une grande équipe, etc. Bon. Donc, je m'intéresse à tout ça. L'anglais, c'est pas un problème pour moi. Et puis, il se trouve que je voyage beaucoup, que j'ai un peu de famille aux États-Unis, que je vais souvent aux États-Unis parce que j'adore, etc. Et puis, finalement, à force, tu vois, d'être au contact à ça, mais effectivement, j'avais pas fait le saut dans ma tête. Un jour, je me dis, mais pourquoi j'investirais pas aux États-Unis? Qu'est-ce qui m'en empêche? Alors, beaucoup de choses m'en empêchaient, j'avais pas le réseau, etc. Mais je me suis dit, je vais aller voir. Alors, je raconte cette histoire dans mon deuxième livre qui va sortir le 10 mai 2023. Je raconte cette histoire où je débarque à San Francisco. Je rencontre des investisseurs, je rencontre des gens, je rencontre du monde. Voilà, je leur explique un peu moi ce que je fais. J'ai mon club en France, etc. Et toi, comment tu fais? T'investis aux États-Unis? Comment ça marche, etc. Et finalement, après X temps, X rencontres, etc., je me rends compte que, ok, c'est possible. Et je connais suffisamment de personnes. Alors, au début, j'avais très très peu de réseau, mais j'avais suffisamment de réseau pour commencer à investir. Donc, mon raisonnement, c'est de me dire, finalement, on entend tous parler des États-Unis. Toi, moi, toute la journée, on entend parler de, je sais pas, Facebook, Google, enfin, Meta, maintenant, ça s'appelle, Google, YouTube, etc., etc. Tu vois, on fait un podcast, la plupart des gens, ils écoutent soit sur Spotify, non, Spotify, ça marche pas, c'est pas une boîte américaine, raté. Mais j'allais dire sur Apple Podcast. Apple, c'est une boîte de la Silicon Valley. On utilise toute la journée les outils, Airbnb, Uber, etc. Et donc, je me suis dit, c'est le temple des startups, c'est là où viennent les meilleures startups du monde. Elles viennent de là-bas. Et à l'inverse, la réciproque est fausse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de licorne française qui est utilisée dans le monde entier. Airbnb, c'est utilisé dans le monde entier. Moi, j'ai des Airbnb dans des pays, tu vois, au fin fond de, je sais pas quoi, des pays paumés où il n'y a pas de tourisme, mais il y a quand même des Airbnb. Et il n'y a pas, tu vois, Conto, c'est pas utilisé aux États-Unis, Doctolib, c'est pas utilisé aux États-Unis, c'est des très belles boîtes françaises et elles ont du succès, mais voilà. Donc, c'est un peu ça le raisonnement. Et puis alors après, il y a une théorie, je pourrais t'expliquer ça. Ça, c'était un peu mon analyse instinctive. Si tu regardes derrière, en fait, il y a des vrais arguments qui te démontrent qu'effectivement, la Silicon Valley a beaucoup plus d'intérêt que la France. Je pourrais t'en parler ou pas, si tu veux. Voilà. Ce que je comprends, c'est parce qu'il y a deux choses, j'ai l'impression, qui peuvent inciter à aller voir là-bas plutôt que d'autres. Et je voudrais voir lequel des deux est pour toi le plus pertinent. Il y a la profondeur du marché en tant que tel, c'est-à-dire qu'en termes de fonds, peut-être de sophistication même de la liquidité, tu vois, pour que les capitaux puissent circuler, pour que les gens puissent en acheter. Il y a plus simplement d'acheteurs, donc ça rend le truc plus liquide, plus facile d'accès. Et il y a l'autre peut-être aspect que je sais pas si ça rentre en ligne de compte pour toi, mais c'est cet aspect justement que l'innovation, qu'il y a plus de simplement de choses qui se créent là-bas. Et ça, je sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est un mythe, ou tu vois, comment tu vois les deux. Non, si, bien sûr que c'est vrai. Alors, les deux arguments que tu as dit sont absolument vrais, et les deux sont évidemment des éléments pour moi. Déjà, en parlant de la liquidité, des fonds, il faut que tu saches une statistique qui, moi, m'a rendu dingue, que j'ai trouvé hallucinante. 25% des investissements dans les startups dans le monde entier ont lieu à San Francisco. Pas aux États-Unis, 25% ont lieu à San Francisco. Donc tu te dis, mais attends, il se passe quoi là-bas? C'est un truc de fou. Donc c'est la même chose, si tu veux. C'est comme si je te dis, la Coupe du Monde de football, c'est l'un des événements à la télé les plus regardés, ou le Super Bowl. Tu vois, nous, en France, on n'y connaît rien au Super Bowl et on s'en fout. Mais c'est tellement important que tu dis, il se passe un truc au Super Bowl, je sais pas ce que c'est, je connais pas ce sport, mais il faut que j'aille voir ce que c'est. Et donc, tu regardes le Super Bowl, tu comprends rien, mais voilà. Et donc, pareil, tu te dis, mais il faut que j'aille à San Francisco.
Ensuite, l'innovation, c'est absolument vrai. Il y a 2 éléments, à mon avis, qui expliquent ça. D'une part, ils ont quand même parmi les plus grandes écoles et universités au monde, que ce soit Stanford, Berkeley, qui sont vraiment dans la vallée, mais t'as aussi le MIT, qui est pas du tout là, mais en fait, c'est le même pays, ils sont pas loin, et d'autres. University of California, qui est aussi très, très, très chouette, hein. Il faut savoir que 40% des fondateurs de licornes aux États-Unis ont fait Stanford. Tu connais cette statistique? Donc tu te dis, mais c'est fou, c'est l'école des licornes, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Et puis, l'immigration. Moi, j'investis dans la Silicon Valley. La plupart du temps, j'investis pas dans des Américains de souche de 10 générations. C'est des mecs qui avaient un rêve, qui avaient du talent. Et où est-ce qu'ils ont été exercer ce talent? Dans la Silicon Valley. Un jeune, je te donne un exemple, un jeune Égyptien, c'est un exemple réel d'une boîte dans laquelle on a investi, il s'est pas dit, j'ai du talent, je vais aller monter ma boîte à Paris. Ni à Berlin, ni à Jakarta. Il s'est dit, je vais aller monter ma boîte à San Francisco. Et ça, c'est énorme. Les États-Unis, c'est une terre d'accueil, de talent, et la Silicon Valley, ça fait rêver tout le monde. Et donc, bien sûr, on a plus d'innovation. Ça, c'était ton deuxième argument. On a beaucoup plus d'innovation parce que les gens viennent entreprendre aux États-Unis. Je vais même te dire, on parle souvent de la Chine qui, peut-être, il y a plus maintenant de papiers de recherche qui sont déposés sur l'intelligence artificielle en mandarin qu'en anglais. La Chine qui va doubler les États-Unis, etc. Aujourd'hui, le gouvernement chinois qui a confisqué Ant Financial, la boîte de Jack Ma, demain, l'entrepreneur qui a 25 ans et qui a un rêve dans sa tête, il se dit pas, mon rêve, c'est de monter une boîte pour me la faire confisquer par Xi Jinping. Donc, il va venir monter sa boîte, tout ça, au pays de la liberté, à San Francisco. Ouais, ça marche. Et pendant qu'on est sur le marché, du coup, ce qu'on voit un petit peu naître, on dirait en France notamment ou en Europe, mais en France en particulier, tu vois, les émissions comme ça, qui va être mon associé ou autre, où on commence à voir sortir un peu plus. Enfin, c'est l'écho qu'on en est, mais peut-être que c'est bien. Toi, t'as peut-être la vue globale qui dit que voilà, en termes, on en est encore très très loin. Tu penses pas qu'il y a des choses qui bougent de ce niveau-là? Les deux sont vrais. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui bougent en France et c'est une super nouvelle et c'est trop bien. Et moi, tu vois, j'ai commencé à investir en 2013, donc ça fait maintenant 10 ans. Ça n'a rien à voir. Le marché aujourd'hui est 10 fois plus dynamique en France. Il se passe énormément de choses. C'est génial. Donc ça, c'est vrai et c'est une très bonne nouvelle. Je suis hyper fier de mon pays. Et la deuxième chose que tu dis est vraie aussi. On a des années et des années de retard. Oui, bien sûr. Et je sais pas si c'est un retard rattrapable. Je sais pas si un jour on en sera au même niveau que la Silicon Valley. Je le souhaite pour la France. Ce serait formidable. Mais la Silicon Valley, ils continuent d'avancer. Pendant que nous, on avance, ils avancent aussi. Je suis honnêtement pas sûr que ce soit un retard rattrapable, parce que pendant que nous, on essaye de rattraper, la Silicon Valley continue d'avancer. Maintenant, ils en sont déjà à l'IA, ils en sont déjà à plein de trucs, où, tu vois, nous, en France, en IA, on n'y est pas encore, pour l'instant, même si c'est très nouveau. Donc, voilà, il y a un écart. La Silicon Valley, ils ont 40 ans d'avance. Donc, ils ont 40 ans d'avance sur nous. Donc, on verra si on rattrape le retard. En tout cas, c'est une bonne chose pour la France, quoi qu'il arrive, ça, c'est sûr. Ça marche, en tout cas, ça met pas en cause ta thèse d'investissement ou. Alors, pas pour le moment. Moi, tu sais, je suis pas je suis pas dogmatique. Je me dis pas, voilà, c'est la Silicon Valley toute ma vie, je vais rester bêtement, etc. Je suis au contraire hyper ouvert et à l'écoute. C'est pour ça que j'ai commencé par la France et que, étant ouvert, je me suis dit, attends, les meilleurs deals sont, voilà. J'espère un jour pouvoir dire, j'arrête la Silicon Valley, j'investis en France parce que ça a plus de potentiel. Mais je le ferai pas parce que je suis français, pas pour un coup marketing, je le ferai si je le pense vraiment. Aujourd'hui, je le pense pas encore, mais effectivement, la France, ça va dans la bonne direction, ça, je le pense. Et donc, c'est une première étape. Alors, je voulais vraiment que tu nous emmènes un petit peu dans ta sélection des biens, des boîtes finalement, des positions, et voir avec toi peut-être quels sont les critères que toi tu considères comme importants. Enfin, quelle est ta thèse d'investissement et les critères peut-être les plus pertinents pour toi. Excuse-moi, en fait, peut-être on va faire un petit pas de recul parce que peut-être les gens sont pas complètement au carré. Juste pour mettre le contexte, est-ce que tu peux nous replacer un petit peu les étapes dans la création d'entreprise à IPO peut-être, et en quoi finalement le fait d'investir, parce que c'est de ça dont il s'agit, à quel moment en fait on intervient dans la vie d'une entreprise quand on investit, et à quoi ça sert en fait. Déjà peut-être pour placer un peu le contexte. Oui, bien sûr. Alors, une startup, c'est a priori une petite entreprise, c'est une définition en tout cas que moi j'aime beaucoup, une petite entreprise en recherche de l'hypercroissance. Donc déjà, il faut bien distinguer, il y a beaucoup de gens en France qui disent qu'ils créent une startup et c'est pas une startup. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui créent des startups sur le comment on peut appeler ça, sur l'artisanat français. Tu vois, je veux faire du sourcé local avec des bons produits, des bons matériaux. On en voit plein dans qui veut être mon associé. Et c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas toujours des boîtes qui cherchent il y en a qui cherchent l'hypercroissance. Il y en a qui cherchent pas l'hypercroissance, qui cherchent du sens, pas croissance, sens, SENS. Et c'est très bien. Et on a besoin de production locale, on a besoin de produits de meilleure qualité, que ce soit de la nourriture, du textile, etc. Mais
pour moi, une startup, c'est une boîte qui cherche l'hypercroissance ou éventuellement, ça va ensemble, qui cherche à disrupter un marché. On parle beaucoup de disruption, c'est-à-dire, il y a l'ancienne méthode et moi, je vais appliquer la nouvelle méthode. Alors, très souvent, pour une nouvelle méthode, ça va s'appliquer grâce aux nouvelles technologies. Donc, ça va être Internet au sens très très large, le mobile, un jour l'intelligence artificielle, etc. 1, 2, 3, 4 personnes, j'allais dire des jeunes, mais ça peut être des moins jeunes, il n'y a pas d'âge, au contraire, qui se disent, OK, on va faire les choses différemment, on va les faire mieux et on va aller faire de l'hypercroissance. Ça, c'est une startup pour moi. Et donc, la première chose, c'est de ce qu'on pourrait appeler dans le jargon trouver le product market fit, mais pour le dire sans mots compliqués, c'est finalement trouver des clients et trouver un besoin auquel on répond, trouver des clients qui sont prêts à payer pour ce qu'on fait. Si demain je vends un verre, il faut que je t'explique pourquoi ce verre il est mieux et pourquoi il faut que tu me donnes de l'argent à moi. Et voilà. En général, autour de ce moment-là, quand on commence à avoir le produit qu'on cherche à le vendre, il y a ce qu'on appelle la levée de fonds d'amorçage, le seed en anglais, alors qui peut être soit un peu avant, soit un peu après, ça dépend des boîtes, ça dépend des investisseurs, où on dit, voilà, on a mis au point notre produit, on est prêt à le vendre, on commence un petit peu à le vendre, on a besoin d'argent. Alors, à quoi ça sert pour une startup de lever des fonds ? C'est une question fondamentale. Ce point-là, on pourrait en faire un podcast complet, et notamment, c'est une énorme mode en France de lever des fonds, c'est presque un accomplissement. C'est si t'as pas levé de fonds, t'es un loser, t'as pas réussi ta startup. En réalité, la levée de fonds, c'est pas un accomplissement, c'est un point de départ. Lever des fonds, c'est pour faire quoi ? Pour développer ta boîte et pour un moment, les investisseurs, normalement, sauf si c'est des amateurs, ils veulent un retour sur investissement. Ils le font pas pour tes beaux yeux ou pour soutenir le terroir. Sinon, c'est pas un investissement, c'est un don, c'est de l'associatif. Donc, un investisseur, il veut un retour sur investissement. Pour qu'il ait un retour, il faut que la boîte, elle grossisse. Donc, la levée de fonds, à quoi ça sert ? C'est une vraie question. En théorie, la levée de fonds, c'est pour accélérer quelque chose qui fonctionne déjà. Donc, j'ai trouvé des clients, ils veulent acheter mon verre, c'est super, je leur explique pourquoi ça vaut le coup d'acheter ce verre. Mais maintenant, tu vas me donner 1 million d'euros, et grâce à ce 1 million d'euros, je vais construire une plus grosse usine, je vais créer 10 fois plus de verres et embaucher plus de commerciaux qui vont aller vendre, et puis je vais faire de la recherche et développement pour encore améliorer mon produit, etc. Alors là, je parle d'un verre. Dans le digital, j'ai trouvé une application mobile ou un site web qui fonctionne, je vais investir justement dans le web marketing, le référencement, les réseaux sociaux. Je vais effectivement embaucher des développeurs pour améliorer mon produit en ligne, etc., etc. Et puis ensuite, une fois qu'il y a une première levée de fonds, souvent, il y a une deuxième, une troisième, une quatrième qui permettent à chaque fois d'accélérer. C'est-à-dire qu'on a une croissance comme ça, on comprend comment ça fonctionne. Et si on rajoute 1, 2, 3 millions d'euros, l'idée, c'est d'incurver la courbe et de dire, j'investis plus maintenant pour encore croître encore plus vite. Bon, voilà. L'idée, c'est ça. À ce niveau-là, du coup, du seed, du fonds d'amorçage, là, on a une idée, on a un débouché, un client, une idée, on a peut-être un outil même pas un outil de production, on a que des tableaux Excel, des feuilles et des papiers à ce niveau-là, non ? Alors, ça dépend. C'est un vrai sujet, là, que tu évoques. Mais pour énormément de gens, investir dans une startup, c'est investir sur une équipe, une idée. Donc, genre, il y a 2 gugus, hommes, femmes, on préfère s'il y a des femmes, parce qu'on en manque, allez, les filles, montez des boîtes. Une idée, un PowerPoint, et vas-y, je te donne de l'argent. Moi, personnellement, je considère que c'est pas de l'investissement. Je considère que c'est, en tout cas, je considère que c'est beaucoup trop tôt. Je mets jamais d'argent là-dessus, parce que l'un de mes critères, alors je prends un peu d'avance sur la réponse à la question d'après de quels sont mes critères, c'est l'attraction. C'est-à-dire que la boîte, elle ait du revenu et que ça augmente. Pourquoi ? Tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit 9 startups sur 10 échouent. Et ça fait peur aux gens, peut-être qui nous écoutent, en disant, ok, Gabriel, il nous parle d'investir dans les startups, mais 9 startups sur 10 échouent, donc ça me fait peur. Et cette statistique, elle est vraie. Et elle est vraie si tu prends 2 gugus et une idée. Entre 2 gugus et une idée et j'ai de l'attraction, c'est-à-dire j'ai du revenu, et ce revenu, il est même en train de s'accélérer, c'est là que 9 startups sur 10 échouent. Et donc moi, j'investis toujours lorsqu'il y a du revenu, déjà, et qu'il est en croissance. Ce qui veut dire que j'ai pas 9 startups sur 10 qui échouent, j'ai plutôt 9 startups sur 10 qui réussissent. C'est l'un des secrets, c'est pas un secret parce que je le dis, mais c'est l'un des secrets de ma méthode, et c'est pour ça que j'ai autant de succès, et surtout aussi peu d'échecs, aussi peu de boîtes dans lesquelles j'investis qui se plantent, parce que voilà, elles ont déjà de l'attraction. Donc, mais effectivement, souvent à ce stade, ce qu'on appelle une levée d'amorçage, il y a même des levées de pré-amorçage, de pré-seed. Souvent, c'est effectivement une idée, 2 personnes, une idée. Alors souvent, c'est ce qu'on appelle aussi la love money, donc ça peut être la famille et les amis. Mais à nouveau, moi, c'est un truc avec lequel je suis pas très à l'aise. Moi, j'ai jamais levé d'argent auprès ni de ma famille ni de mes amis, parce que les gens le font pas parce qu'ils sont investisseurs dans les startups. La plupart, ils n'ont jamais investi dans une startup. Ils le font parce qu'ils ont un lien affectif avec toi, soit d'amitié, soit de familial. Et donc, ils se sentent un peu obligés de le faire, mais ils y connaissent rien. Ils disent, oui, c'est bien son truc de vendre des verres à Gabriel, c'est super. Mais ils y connaissent rien. Et 99% du temps, ils reverront jamais leur argent. Et donc ça, je suis pas très à l'aise avec ça.
mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et puis après, donc ça c'est l'amorçage. Après, il y a la série A qui est un peu 18 mois plus tard et on lève plus d'argent. Puis la série B, puis la série C, etc., etc. Le but ultime de tout ça, et c'est important de conclure par ça, parce qu'encore une fois, le but de l'investisseur normalement, c'est de revoir son argent. Le but ultime de tout ça, c'est que la boîte soit se fait racheter, soit rentre en bourse. Alors, en France, rentre en bourse, ça n'existe quasiment pas, mais dans la Silicon Valley, ça existe beaucoup. L'un des éléments aussi qui sont très intéressants avec la Silicon Valley. Même les rachats en France, il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis, mais il y a quand même des rachats. Et donc, quand la boîte se fait racheter ou rentre en bourse, les investisseurs sont censés récupérer leur investissement avec une énorme plus-value, en tout cas avec la plus grosse plus-value possible en fonction de la croissance que la boîte a eue. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler, puisque c'est ça la fin de l'histoire, c'est ça qu'on vise en tant qu'investisseur. Et sur les critères même, alors des boîtes sur lesquelles tu te positionnes, tu parlais de traction, c'est le plus important. Enfin, quels sont déjà, dans quel secteur tu cherches et quels sont les critères vraiment importants pour toi? Alors, c'est oui, l'un des critères les plus importants, absolument. Il y a une multitude de critères, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. À nouveau, c'est l'objet de mes 2 livres, donc du premier déjà qui est sorti en 2019 et du deuxième qui va sortir, je reparle des critères. Mais alors déjà, quel secteur je recherche, c'est l'un des critères. Moi, je n'investis que dans le digital. C'est-à-dire pas de produits physiques. Donc à nouveau, tu vois, tout ce qui est un petit peu héritage culturel français, que ce soit le textile, etc., c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce que les entreprises du digital ont un avantage absolu par rapport au reste, c'est le coût de production nul. Alors, tu as forcément entendu parler des effets d'échelle, on invente ça au 19e siècle, révolution industrielle, on se rend compte que si on produit les voitures à la chaîne, le coût unitaire de chaque voiture baisse. Ça s'appelle les effets d'échelle, puisque tu achètes les matériaux moins chers en grande quantité, etc. Et puis arrive dans les années 90-2000 un nouvel acteur, c'est Internet. Et Internet modifie complètement la règle du jeu, c'est le coût de reproductibilité nul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire là, il y a une vidéo et un son, une fois qu'il est fait, on l'a produit une fois, il y a un coût. Là, ça ne coûte pas très cher. Il y a un micro, il y a du temps, mais peu importe, il y a un coût. Mais derrière, pour reproduire le fichier audio et la vidéo pour 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ça coûte 0. Alors, sans parler même de la diffusion automatique avec le podcast, mais même si tu l'envoyais par mail ou par clé USB, copier-coller, etc., ça coûte rien. Et donc, tu te rends compte qu'il y a un coût de création fixe, mais après un coût de reproduction nul. C'est pas le cas quand tu es dans du produit physique. Tu te mets à vendre des manteaux. À chaque fois que tu vends un manteau, tu fais pas CTRL-C, CTRL-V. Il faut recréer le manteau, du textile, d'une usine, des ouvriers, machin. Et donc ça change la règle du jeu, parce que il faut faire le travail une fois. Tu peux encaisser, et plus tu encaisses, plus tu gagnes d'argent, mais ton coût de production, lui, il a pas bougé, tu l'as fait qu'une fois. Alors que quand tu vends des voitures, plus tu vends des voitures, plus il faut produire des voitures. Donc ça donne un espèce d'avantage structurel aux entreprises. C'est la règle, c'est la nature de quand tu as une boîte internet. Et donc, moi, j'investis que là-dedans parce que ces boîtes-là, elles peuvent avoir des revenus qui augmentent plus vite que leurs coûts. Elles peuvent se développer très, très vite. Parce que, de la même manière, si t'es Tesla et que tu veux vendre dans 180 pays, t'as des gros problèmes parce que il faut acheminer les voitures dans 180 pays par bateau, ouvrir des boutiques, machin. Mais si t'es Airbnb et que tu veux être dans 180 pays, t'as rien à faire parce que t'es sur Internet et les gens dans 180 pays se connectent à Airbnb. Donc ça, c'est vraiment la première chose, je pense, la plus importante. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle effectivement la scalabilité, les effets d'échelle. Et ça tombe bien, la spécialité de la Silicon Valley. À nouveau, en France, on est plutôt sur de l'industriel et on est assez bon là-dedans. Et il en faut. Quand tu produis des manteaux ou même des, j'en sais rien, des jus de fruits ou j'en sais rien, t'as ce coût de production et donc ça fait des boîtes qui grossissent moins vite parce que il faut que tu finances ta croissance. Si tu veux vendre plus, il faut que tu produises plus. Donc la Silicon Valley, ils sont spécialisés là-dedans. Ça tombe bien. Et c'est pour ça que la Silicon Valley a beaucoup plus de géants mondiaux que la France. Tu le vois bien. Je t'ai cité plein d'exemples, Airbnb, Uber, YouTube, Facebook, etc. C'est que des boîtes 100% digitales. Facebook, tu codes Facebook une fois et t'as 2 milliards d'êtres humains qui l'utilisent. Alors que en France, tu fais des manteaux, comme je disais, évidemment, voilà. Alors d'ailleurs, les plus grosses boîtes françaises, celles qui réussissent le mieux, les licornes, elles ont copié ça. Je te citais tout à l'heure Conto, Doctolib, Blablacar. C'est des boîtes 100% digitales et ça prouve qu'on est capable de le faire en France. Mais il y a encore énormément de startups qui sont sur du produit physique et c'est pas une mauvaise chose. Mais simplement, moi, en tant qu'investisseur, on a besoin de ça pour l'économie, mais moi, en tant qu'investisseur, je me rends compte que, a priori, ça fait des boîtes qui grossissent moins vite, moins haut, moins fort. Donc, première chose. Alors, moi, je résume, encore une fois, il y a beaucoup plus de critères que ça, mais je résume ma technique à la méthode ETA. Il y a trois lettres, un acronyme pour s'en souvenir. Donc, c'est effet d'échelle, traction, avantage injuste. Donc, le T, traction, on en a parlé. C'est pour différencier les idées et les gens qui vont vraiment aller au bout. Le T, du coup, c'est sur l'attraction. Déjà, comment tu le mesures et à quel point, en fait,
t'es bien placé dans le bon timing pour pouvoir le mesurer, tu vois. Parce que tu peux te dire traction, c'est quand ça commence à décoller, vraiment, et tu vois, je sais pas comment tu peux le mesurer, mais ça peut être aussi, tu vois, quand ça décolle vraiment, c'est peut-être même trop tard, en fait. Tu t'es mis déjà trop tard. Donc, Exactement. Alors ta question est hyper pertinente parce que tu as compris toute l'orfèvrerie et la difficulté de mon métier. C'est que on veut investir sur des boîtes qui ont une traction, mais pas trop de traction, mais pas trop peu. Et c'est super dur. Effectivement, le point le plus compliqué, c'est que si t'attends et que la boîte elle a trop de traction, eh ben, elle a plus besoin de toi. Elle va aller chercher des méga giga investisseurs de la Silicon Valley, non seulement plus connus, mais surtout qui vont mettre 20 millions sur la table. Moi, j'ai pas la capacité de mettre 20 millions d'un coup. Hein. Avec le club Léonis Investissement, on a investi entre 500 000 et 1 million par ticket, par boîte, d'accord ? Ce qui est déjà beaucoup, mais voilà, la boîte qui est en giga croissance, notre 1 million, elle s'en fout, elle veut chercher 50 millions d'un coup. Bon, donc il faut pas que ce soit trop tard. Sinon, c'est trop tard au sens propre, il nous laisse plus investir. Il faut pas que ce soit trop tôt, parce que si le Gugus, il a dit, ah bah oui, j'ai fait 100% de croissance, le mois dernier, je gagnais 1 euro, et ce mois-ci, je gagne 2 euros. Oui, d'accord, mais bon, avec 1 euro, 2 euros, on va pas aller, voilà. Donc, effectivement, il faut aller chercher ce travail d'orfèvrerie. Alors, c'est le bon moment pour faire une petite parenthèse ou t'expliquer un élément supplémentaire de ma démarche. Moi, j'investis aujourd'hui quasi exclusivement au Y Combinator. Donc, Y Combinator, ça s'écrit Y Combinator, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde, le plus connu, le plus prestigieux. Il est basé à San Francisco. C'est notamment eux qui ont incubé Airbnb, Stripe, Dropbox, Coinbase, DoorDash, Reddit, Twitch. Clairement, ils savent ce qu'ils font. Eh bien, j'investis quasiment exclusivement dans cet incubateur et ils ont un programme d'accélération des startups, un accélérateur, un incubateur-accélérateur, c'est à peu près la même chose. Ils ont un programme d'accélération des startups qui dure 3 mois et qui est hyper intense. Je connais évidemment du coup énormément de gens qui l'ont fait et c'est intense, tu dors 2 heures par nuit, c'est un truc de fou. C'est 3 mois qui changent complètement ta vie, qui changent complètement ton business. Pour info, donc ils sont très très forts, mais en plus ils ont une très forte communauté. Ça veut dire que toutes ces boîtes que je t'ai citées, les mecs reviennent. Donc non seulement t'es au meilleur incubateur du monde, mais t'es coaché personnellement par Patrick Collison, le fondateur de Stripe, par Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, par Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, etc. D'accord ? Donc t'imagines quand ces patrons-là t'expliquent la vie, t'écoutes, c'est intéressant. Il y a des choses intelligentes à en tirer. Et leur focus, là où vraiment ils mettent toute leur énergie, leur attention, c'est sur l'attraction et la croissance. Ça tombe bien. Et donc, en général, nous, on investit pile à ce moment-là, c'est-à-dire pendant le programme ou juste à la sortie du programme. À la fin du programme, il y a un Demo Day où ils invitent les investisseurs. C'est extrêmement difficile de rentrer dans ce Demo Day. J'ai la chance d'y être et de pouvoir investir et faire profiter donc les membres de Léonis. Je suis un des seuls en France, c'est rarissime. Et donc, en général, on a des boîtes qui, du tout au tout, en 3 mois, trouvent des solutions. C'est extrêmement difficile. Hein. Tous les gens qui ont déjà monté une boîte savent à quel point c'est dur. Trouvent des solutions pour non seulement croître, mais croître de plus en plus vite et accélérer. Donc c'est des boîtes très jeunes, mais qui sont justement dans ce décollage, mais c'est pas trop tôt, mais pas trop tard dont on parlait à l'instant. Et c'est effectivement l'une des plus grosses difficultés de mon travail, c'est ce timing très précis. Voilà. Dans un court instant, on verra quels sont les critères que Gabriel considère comme rédhibitoires pour s'engager, les sources d'information et d'invalidation d'un investissement en private equity. Enfin, le système d'organisation qu'il met en œuvre pour rester productif. À tout de suite. Et donc tu parlais du E et du A aussi dans ta méthode ETA. E, c'est l'échelle dont tu nous as parlé ou c'est autre ? Les effets d'échelle, absolument. Donc j'ai dit 90% là-dessus, c'est les boîtes qui n'ont pas de produits physiques, etc. Parce que c'est pas la même chose. Il y a une deuxième chose que je regarde dans les effets d'échelle, ou effectivement plutôt la scalabilité. C'est justement la scalabilité de l'obtention des clients. C'est-à-dire que la boîte, elle soit capable. Parce qu'une boîte qui me dit, regarde, j'ai une croissance, même si c'est des bons chiffres, que ça augmente, mais le fondateur, il me dit, c'est moi qui ai tout fait, j'ai tout fait au téléphone, j'ai appelé les mecs un par un, c'est pas scalable. Parce que demain, tu veux faire x10, tu peux pas te copier en 10, il y a que 24 heures dans une journée, même si tu travailles beaucoup. Donc je regarde aussi ça. Quelle méthode vous avez mis en place pour avoir de plus en plus de clients en automatique, si tu veux, finalement. Moi, je suis un grand fanat de l'automatisation. C'est pour ça que j'ai un chapitre entier dédié à ça dans mon bouquin. Moi, je suis ingénieur de formation, donc les outils technique, j'adore ça. J'utilise tous les outils d'automatisation comme Zapier pour ne pas le citer, mais qui est vraiment l'outil ultime, je pense, pour tout entrepreneur et que j'utilise énormément. Et souvent, maintenant, on me le dit moins et maintenant j'ai une équipe, mais quand j'étais tout seul, les gens me disaient mais comment t'arrives à faire tout ça, à traiter autant de mails et tout. En fait, j'automatise énormément. Bon, et donc ça permet de se dédoubler puisque je l'ai fait moi-même. Je cherche ça dans les entreprises. Donc ça, c'est le E de effet d'échelle, donc la scalabilité non seulement du business, mais de l'obtention des clients. Le T, traction, E, T, il reste A. Et le A, c'est avantage injuste. Unfair advantage en anglais. L'avantage injuste, qu'est-ce que c'est ?
On peut appeler ça aussi en anglais la defensibility, ce qui en français donnerait la défensabilité, ce qui veut rien dire, mais c'est une façon de le comprendre. L'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui rend ton projet unique, défendable face aux concurrents? Quand on investit et dans la Silicon Valley et dans le digital, il y a toujours la question pour toutes les startups qui existent, c'est toutes les startups qui se créent, c'est si demain Amazon ou Google ou Apple font pareil, ils vont te crush et c'est eux qui vont gagner et pas toi. Facebook notamment qui copie énormément de choses, voilà. Donc surtout sur la partie réseaux sociaux, mais voilà. Donc on pose la question, qu'est-ce qui fait que c'est toi qui vas gagner au final? Qu'est-ce que ta boîte a comme avantage? Et pourquoi cet avantage il est injuste? Et injuste, ça veut juste dire que tes concurrents, eux, ils pourront pas avoir le même avantage. C'est toi qui le détiens, il y a que toi, ils se partagent pas. Alors ça peut être 1 milliard de choses. Bien sûr, en France, on connaît le brevet, mais le brevet, c'est surtout justement sur de l'industriel. C'est très rare de pouvoir breveter du code informatique, c'est quasiment inexistant. Et donc, il faut trouver autre chose. Ça peut être un secret de fabrication. Ça peut être justement comment tu trouves tes clients. Si tu dis, moi, je suis premier sur Google sur tous les mots-clés, et je suis un expert de Google, et je suis indélogeable. Les clients viendront toujours vers moi, ils me cherchent sur Google et ils me trouvent. Bon. Ça peut être bien sûr la taille critique. Quand tu as une place de marché comme Airbnb, tu as une taille suffisante qui fait que aujourd'hui c'est impossible pour quelqu'un d'autre d'entrer sur le marché parce que si je veux louer, je vais sur Airbnb parce que j'ai le plus gros catalogue. Et si je suis propriétaire, je vais le mettre sur Airbnb parce que c'est là où j'ai le plus de gens qui viennent louer. Donc tout un tas d'éléments comme ça. Et le préféré que je cite souvent, qui vient justement d'Airbnb, c'est qu'est-ce que les fondateurs ont compris que personne d'autre n'a compris. Ça c'est très intéressant. Et dans le cas d'Airbnb, tout le monde leur disait mais vous êtes fous, ça marchera jamais votre truc, on n'ira jamais dormir chez des inconnus. Ce que eux avaient compris les fondateurs et que personne d'autre n'avait compris, c'est si il y a des notes sur les logements, sur les personnes qui reçoivent et s'il y a des photos professionnelles, alors ça fonctionnera. Et c'est pour ça qu'au départ, ils envoyaient gratuitement un photographe professionnel quand tu mettais ton annonce. C'était un facteur vraiment un facteur de succès de la plateforme. Donc qu'est-ce que les fondateurs ont compris que personne d'autre n'a compris, c'est aussi très intéressant. Et à partir de quelles informations tu te bases pour créer justement cette analyse? Est-ce que tout est disponible? Alors tu parlais du Y Combinator, mais est-ce que chaque présentation a le même degré, le même niveau de détail? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes peut-être plus particulièrement, notamment par rapport à l'équipe, par rapport à leur background? Est-ce que tes sources c'est vraiment Internet, le World Wide Web, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as dans ta besace? Bien sûr. Alors on regarde beaucoup de choses. Il y a deux étapes si tu veux. Il y a d'abord faire connaissance avec l'entrepreneur, discuter, lui poser des questions, comprendre son business. Ça c'est une première étape moins formelle, mais où on pose des questions. Comment tu fais ci, comment tu fais ça. Et c'est vraiment là où on se fait une idée sur le business, en tout cas une première idée. Et c'est hyper important. Donc raconte-moi alors ton podcast, les investisseurs 4.0. T'as créé quand? Ça fait combien de temps que ça existe? T'as combien d'écoutes par mois? Tu utilises quoi comme matériel? On se renseigne. Et le fondateur, il nous explique tout ça. Et puis il y a une deuxième étape qui s'appelle la due diligence. Et la due diligence, là, c'est l'étape où on va plutôt creuser, on va vraiment chercher, vérifier les données, etc. Tout ça se passe sur Internet. Oui, les fondateurs, ça m'arrive très souvent de les rencontrer quand je vais à San Francisco, mais parfois je les ai d'abord sur Zoom. Et c'est des boîtes digitales, donc si tu veux toute l'information, elle est sur Internet. Aujourd'hui, les boîtes, elles ont même plus de bureau. Moi, j'ai des fondateurs. Moi-même, quand je te racontais ça tout à l'heure, mon bureau, c'est mon laptop. Si t'as mon laptop, t'as toute ma vie. Après, moi, où je suis physiquement, ça n'a aucune importance. Donc voilà, il y a une phase de contact, rencontre et une phase de due diligence. Alors, tu me demandais si tous les présentations sont au même format. Oui, au Y Combinator, il y a donc ce qui s'appelle le Demo Day où l'entreprise présente ce qu'elle fait. Ce qui est assez incroyable, et là, c'est une différence vraiment culturelle entre les États-Unis et la France, c'est que le pitch de la startup, c'est 90 secondes. Et c'est une slide. T'as pas le droit, t'as pas de PowerPoint, t'as une slide qui ne bougera pas, donc sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux, et t'as 90 secondes pour présenter. Et c'est tout. Le seul but, c'est est-ce que j'ai envie d'en savoir plus ou pas? Alors c'est pas, tu décides pas d'investir comme ça. C'est, au bout de 90 secondes, est-ce que j'ai envie de prendre un rendez-vous pour passer une demi-heure avec ce fondateur et pour lui parler et pour aller plus loin? Donc voilà, c'est très direct, c'est straight to the point, comme diraient les Américains. Et donc moi j'aime beaucoup ça. C'est une différence. Il y a énormément de différences. En investissant d'abord en France, puis aux États-Unis, et notamment une levée de fonds en France, ça dure 3 à 6 mois. Aux États-Unis, ça dure 15 jours. Donc voilà, les États-Unis sont très business first et on y va, on avance et let's go quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs quand tu fais tes recherches et quand tu choisis de te positionner ou pas, qui font que c'est un no-go pour toi? Est-ce que aussi il y a des trucs, parce que j'imagine aussi qu'il y a tu peux trouver des informations qui tendent à croire que c'est bon, ça va dans tes critères, mais en fait c'est pas forcément le cas. C'est bien présenté, bien marketé, mais c'est pas forcément le cas. Et une autre type de question un peu liée, c'est est-ce que tu peux nous parler peut-être des
des choses qui n'ont pas fonctionné quand tu as investi, des trucs qui a capoté, pour quelle raison en fait? Bien sûr. Alors, il y a deux questions. Les no-go, est-ce qu'il y en a plein? Il y en a des milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vois entre 3 et 5 000 dossiers par an. Même entre 4 et 5 000, 3, je suis largement au-dessus, entre 4 et 5 000 dossiers par an. Et je fais une quinzaine d'investissements par an. Donc, en fait, on se rend pas compte, mais mon métier, c'est de dire non. C'est pas de dire oui. Mon métier, c'est 99,9% du temps, je dis non, j'investirai pas. Et donc, finalement, mon métier, c'est de chercher justement ces trucs qui sont des no-go, parfois évidents. Tu vois, tu viens me pitcher, tu fais quoi? Je fais un produit physique. Ok, c'est non, c'est ciao, c'est terminé. C'est même pas, ça dure une seconde. C'est pas même pas la peine de me pitcher. Bon. Mais après, il y a des trucs effectivement beaucoup plus vicieux, si je puis dire, où tu te rends compte que, par exemple, un no-go qui arrive assez souvent, c'est que tu te rends compte que le mec, il a un peu arrangé la vérité. Le mec te dit ouais, on a une super croissance, machin, puis tu regardes les chiffres et tu dis ça correspond pas à ce que tu m'as dit. Donc ça, c'est pour moi l'une de mes méthodes aussi très très importantes, c'est quand on parle avec le fondateur au départ, moi je prends énormément de notes, ça s'entend en général, je suis là en train de pianoter, et derrière je fais ma due diligence et je vérifie que ça correspond. Je vérifie que le mec il connaît ses chiffres et qu'il a pas inventé. Si le mec il invente, c'est ultra mauvais signal, évidemment. Donc voilà. Parce que c'est pas, pour reprendre ton exemple, c'est vrai que on n'est pas dans une phase de la société où on peut se permettre des audits, tu vois, absolument vérifiables indépendamment ou autre, tu vois. Donc tout se joue vraiment sur la confiance et c'est pour ça que là d'où vient ma question, c'est comment tu peux vraiment, à quel degré tu peux vérifier les choses qui sont dites, quoi. Complètement. Donc ça, on fait hyper attention à ça, effectivement. Mais alors on a quand même un avantage énorme, c'est qu'on investit dans cet incubateur, dans cet écosystème. Donc c'est l'incubateur le plus connu. Ils ont eux-mêmes déjà été vétés, si je puis dire, avant de rentrer dans l'incubateur. Il faut savoir que le Y Combinator, ils acceptent moins de 1% des boîtes qui postulent. Donc ça, c'est énorme. Et en fait, tout le monde le dit. Être accepté là-bas, ça change ta vie. C'est comme tu vois, quand on dit c'est une condamnation, genre toi toute ta vie, là c'est une condamnation, je sais pas comment dire, positive, c'est une condamnation au succès. Alors toutes les boîtes du Y Combinator réussissent pas systématiquement, mais vraiment c'est le don du ciel qui te tombe enfin ça te tombe pas dessus, hein, il faut travailler pour l'obtenir, mais si t'es pris au Y Combinator, tout le monde le dit et je le dis aussi, ça change ta vie définitivement, c'est sûr, voilà. Avec un risque, j'imagine, et c'est pour ça que ça garantit une sorte de solidité, avec un risque de réputation assez fort qui fait que le Y Combinator, quand ils sélectionnent, ils les sélectionnent avec intérêt, quoi. Évidemment, ils ont une réputation de dingue à tenir. Il y a eu quelques petites histoires, une ou deux boîtes du Y Combinator où les gens n'étaient pas loin de se demander est-ce que c'est pas carrément un scam. Très très embêtant, mais ils font hyper gaffe à ça. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que si tu réfléchis en termes de théorie des jeux, en termes d'incentive, ils ont aucun intérêt à faire les choses de façon malhonnête, puisque en faisant les choses de façon honnête, ils sont déjà parmi les startups les plus courtisées de la planète. Tous les investisseurs sont à leurs pieds, quasiment. J'exagère vraiment à peine. Et donc, si tu veux, ça sert à rien de tricher. Il suffit de faire la boîte qu'ils ont vraiment promis, et ils vont être super riches et avoir énormément de succès dans la majorité des cas. Donc, ils n'ont pas d'intérêt, il n'y a pas d'incentive à faire ça. Theranos était pas dans le Y Combinator, par exemple. Ils étaient pas au Y Combinator. Non. Et alors, je te précise un truc très intéressant. Theranos, ça a fait bien sûr un peu du mal à la réputation de l'investissement dans la Silicon Valley, etc. Mais tous les grands investisseurs de la Silicon Valley qui venaient vraiment de la Silicon Valley n'ont pas investi dans Theranos. Les gens qui ont investi dans Theranos, si tu regardes bien, c'est des gens qui sont pas des investisseurs de start-up. C'est Rupert Murdoch, par exemple, ou je crois Bill Clinton a investi. Enfin, c'est des gens. C'est pas leur métier d'investir dans les startups. Il y a énormément de gens qui disent mais attends, moi j'ai vu Theranos, je lui ai demandé justement ma due diligence, c'est-à-dire ok, c'est intéressant, donne-moi les éléments qui sont derrière. Tu me les as pas fournis, j'investis pas, c'est point barre. Donc bien sûr, alors ça je l'ai pas dit tellement c'est évident, mais tu demandes la due diligence, la personne veut pas te le fournir. Ok, désolé, au revoir, passez votre chemin. Bon, c'est normal. Les erreurs peut-être les coups pour lesquels en fait ça a foiré du coup. Voilà. Est-ce que tu pourrais en avoir appris quoi? Ouais. Alors écoute, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vrai, on a la chance d'avoir très peu de boîtes qui ont été au tapis, vraiment très très peu. Pour te donner une idée, avec le club, depuis 2017, on a fait à peu près 50 investissements, je crois 54, 55, et on a, si je te dis pas de bêtises, on a 2 boîtes qui ont été à zéro. Donc tu vois, en 5 ans, 50 boîtes, 2 boîtes qui ont été à zéro. Alors figure-toi, c'est 2 fois le même cas de figure, donc c'est assez marrant, mais comme quoi effectivement c'est intéressant. Les 2 fois, alors c'était, si je rentre dans la spécificité, c'était pas pour les mêmes raisons, mais les 2 fois c'est le fondateur qui a décidé d'arrêter. Alors ça, malheureusement, on n'y peut rien. Encore une fois, en termes toujours de théorie des jeux entre guillemets, ils ont tous plutôt intérêt à continuer parce que ils ont de l'argent, ils ont levé des sous, la boîte fait de la croissance et donc leur intérêt, c'est de continuer à faire grossir la boîte et même ça va les enrichir, puis ça va la faire connaître, etc. Là, il y a eu deux situations. Donc une fois, il y a quelqu'un qui s'est fait offrir un énorme poste payé à plusieurs millions
par une boîte crypto. Solana pour ne pas les nommer. Donc le mec était super bon. Il monte sa boîte, mais la boîte avait un peu de mal à décoller. La boîte était un peu de mal. Et tout d'un coup, il se fait offrir un job payé plus d'1 million par an par Solana. Donc le mec a dit ciao, je m'en vais. Bon, bah, on n'y peut rien. Malheureusement, c'est terrible, mais on n'y peut rien. Le deuxième cas, c'est différent. C'est un mec qui a dit pareil. Enfin non, pas pareil parce que la boîte là avait de la croissance, elle galérait pas. Mais le mec hyper smart, hyper ambitieux. Il a dit écoutez. Cette boîte-là, elle grossit, mais moi, je veux faire encore mieux. J'arrête et je vais faire autre chose. Et je vais faire un truc qui a encore plus de potentiel. Alors, dans les deux cas, ils te plantent pas complètement comme ça. Dans les deux cas, ils essayent de faire en sorte que l'investisseur soit compensé. Donc, dans le premier cas, il est parti bosser chez Solana sur un projet, mais il nous a dédommagé en nous rendant l'argent en token. Lui, il était payé en grosse partie en token. Il nous a dédommagé en rendant l'argent en token. Donc, ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, il a dit, cette boîte-là, ça va à zéro, mais je vous propose de transférer votre investissement sur ma nouvelle boîte. Et donc finalement, au lieu d'être actionnaire de l'actionnaire, alors finalement dans ce deuxième cas de figure, ça c'est un vrai raté. On n'a effectivement pas pu transférer l'investissement pour des raisons de timing. On n'a pas pu. Il fallait finalement dissoudre la holding, puis renvoyer l'argent, puis recréer une holding. On pouvait pas faire la même holding puisque la boîte changeait de nom et dans la holding, t'as nommé la première boîte. Enfin bref, peu importe. Et du coup, là on a effectivement, on n'a pas pu réinvestir dans le nouveau projet, mais il avait pas tout dépensé. Et donc il nous a rendu 75% de l'argent qu'on avait investi. Donc on a mis de l'argent, il en a dépensé un quart. Il nous a rendu 75%, la boîte a été à zéro, il fait autre chose. Donc c'est clairement raté. Mais au moins, on a récupéré une petite partie quand même, c'est déjà ça. Ok, non, bah c'est cool. Ouais, finalement, c'est bien, ça te fait un enseignement, mais bon, en termes de probabilité, c'est assez bas. Il y a un peu de déchets, mais c'est très bas quand même, quoi. Et puis de toute façon, on peut pas empêcher les gens, on peut pas les enchaîner. Ils nous vendent pas leur âme. On n'est pas maître d'eux, tu vois. Donc encore une fois, en termes d'incentive, la plupart des fondateurs, ils ont intérêt à rester. C'est ça la bonne chose, la bonne nouvelle. C'est pas des trucs qui arrivent très souvent, mais quand ça arrive, voilà, on n'y peut rien. De toute façon, alors la bonne nouvelle avec les startups, c'est que donc moi j'ai pas 9 startups sur 10 qui échouent. Je suis plutôt à 9 sur 10 qui réussissent pour le moment. Mais même s'il y en a 1, 2, 3, 4 sur 10 qui échouent, c'est pas grave. Dans le modèle. Dans l'investissement dans les startups, c'est ce qu'on appelle une répartition discrète des gains, c'est-à-dire que tu as quelques investissements qui vont te faire une très très grosse majorité de ta performance. Donc même s'il y en a des boîtes qui se plantent, c'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est surtout qu'il y ait des boîtes qui aillent très bien. Évidemment, chez Léonis, on a plein de boîtes qui vont très bien, donc c'est ça qui est important. Et donc l'horizon, c'est quoi, 5-7 ans, tu dirais? Absolument. Alors la moyenne du private equity, enfin des startups, c'est 5-7 ans. Comme toute moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui sortent avant, il y en a qui sortent après aussi. Donc ça peut être plus que 5-7 ans. Je reprends souvent l'exemple d'Airbnb. Les investisseurs de la première heure, du premier tour de table, enfin de la première levée de fonds, ils sont sortis au bout de 12 ans. Donc ça peut paraître très long, mais plus le temps passe, plus la boîte grossit. Et donc pour chaque $1000 qu'ils avaient investi dans la boîte, ils ont récupéré plus de 15 millions. Donc ça vaut le coup d'attendre 12 ans. Si c'est si t'as mis que $1000, ce qui est quand même faible, tu récupères 15 millions, c'est assez extraordinaire, voilà. Sachant qu'en termes de liquidité, j'imagine on est vraiment scotché, il y a pas de secondaire là-dessus. Si, alors il y a du secondaire, ça arrive même en France maintenant, parce qu'on a, il y a une célèbre boîte française qui fait du secondaire. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé, et donc effectivement, si on veut sortir avant, c'est très possible sur le secondaire. Moi personnellement, j'ai plutôt une vision long terme. Je crois que, moi, je suis un disciple spirituel de Warren Buffett, et je pense que plus on attend, plus on gagne de l'argent. Qu'il faut, a priori, si tu crois à la boîte, ne pas vendre. Mais si vraiment, en tout cas, t'es pas bloqué. Surtout si la boîte grossit, si la boîte végète, qu'elle fait aucune croissance, t'auras pas forcément de sortie. Mais si c'est une boîte qui est connue, etc., qui grossit, t'as assez facilement aux États-Unis des options de liquidité. Il y a beaucoup de marchés secondaires. Alors je sais pas si tu peux nous emmener un peu dans la mécanique maintenant pour un investisseur du club à Léonis, savoir en gros donc savoir en termes de véhicules comment ça fonctionne en fait sur les capitaux qui sont investis. Est-ce que vous créez une holding française pour toutes les positions des membres du club qui souhaitent investir et ensuite ces capitaux sont injectés aux États-Unis? Enfin moi ce qui me fait un petit peu, je comprends tout à fait l'argument par rapport au marché et pourquoi le cycle de Vanney par rapport à la France, mais peut-être la contrainte que moi j'y verrais, ce qui me ferait un peu peur, c'est le côté, tu vois, est-ce qu'il y a la robustesse juridique qui fait que je suis véritablement détenteur de parts de cette société et tous les avantages qui vont avec? Évidemment, c'est une très bonne question et une crainte entre guillemets normale. C'est quasiment ce que tu as dit. Donc, je commence par te répondre sur le montage, mais après, je vais surtout répondre sur la crainte. C'est ça le plus important selon moi. Mais c'est quasiment ce que tu as dit. Simplement, c'est pas une holding française qui est créée, c'est une holding américaine. C'est-à-dire que donc, moi, j'envoie la proposition d'investissement aux membres du club. Chacun décide s'ils veulent y aller ou non. L'argent, il est réuni dans une holding qui est créée pour cet investissement-là. C'est important parce que ça leur permet d'envoyer l'argent vers cette holding. L'argent transite jamais ni par moi, ni par le compte de Léonis Investissement, etc. C'est complètement à part. C'est quand même important. Et donc,
tous ces investisseurs sont réunis dans cette holding, ils sont actionnaires de la holding, et la holding investit dans la société, donc les investisseurs sont actionnaires de la holding est actionnaire de la société. C'est quasiment comme si c'était actionnaire de la société. Enfin, c'est même exactement pareil. Simplement, il y a cette holding au milieu parce qu'on rassemble des centaines d'investisseurs. Ils peuvent pas investir chacun en direct, mais la holding, elle a aucune autre utilité que ça et autre fonction. Donc, c'est complètement transparent. Ça, c'est le comment, mais alors surtout l'inquiétude, et encore une fois, elle est tout à fait justifiée. En fait, on investit quand même sur le système financier américain. Donc, c'est quand même l'un des plus gros. Enfin, si t'as confiance dans le système français, tu peux avoir confiance dans le système américain. Il est 10 fois plus robuste. Il y a 10 fois plus de sociétés. Il a été 10 fois plus testé et éprouvé. Il y a beaucoup plus de lois, etc. Donc, il y a aucune inquiétude à avoir. C'est effectivement, si je te disais, j'investis en Afghanistan, je sais pas quoi, au Pakistan ou tout ce que tu veux, c'est différent. Mais quand on investit aux États-Unis, il y a pas de problème. Et alors dans tous les contrats, c'est une obligation légale, même dans les contrats français. Il y a écrit où sera résolu si jamais il y a un litige, un problème, quelle est l'autorité compétente. Et c'est systématiquement l'autorité de New York. Et donc encore une fois, on n'est pas dans le tiers-monde. Sauf si t'as pas confiance en les États-Unis et aux juges américains, au droit américain, mais c'est quand même le pays du business. Moi, j'ai aucune inquiétude du tout. C'est plutôt rassurant. Moi, je trouve au contraire d'investir sur le système américain, qui est au moins aussi solide, voire meilleur que le système français. Voilà. C'est vrai que d'un côté, le système des classes actions vient de là-bas, donc le système de petits porteurs. Parce que moi, ma crainte, ça pas sur la solidité du système financier américain, mais plus sur ma position en tant que petit porteur citoyen français typiquement dans un conflit avec des partis qui pourraient avoir des moyens financiers juridiques plus élevés que les miens, pourrait du coup avoir gain de cause, même si contractuellement j'aurais eu un droit, tu vois ce que je veux dire. Alors, bien sûr, à nouveau, je comprends tout à fait ta remarque. Ce qu'il faut savoir, si tu veux, c'est que les États-Unis, c'est pas un pays où on emmerde les actionnaires. C'est pas forcément le cas d'autres pays qu'on ne va pas citer, d'accord ? Mais c'est pas un pays où on emmerde les actionnaires, c'est pas un pays où on emmerde les riches et où on emmerde les gens qui font du business, d'accord ? Aux États-Unis, si la boîte, elle devient une licorne, machin, qu'elle rentre en bourse et tout, et que la boîte, elle doit te renvoyer 100 millions, elle te les renverra au contraire en disant bien joué my friend, et le mec il va sûrement te redemander de le réinvestir dans sa prochaine boîte, tu vois. Mais c'est pas un pays où l'argent, on est complexé avec ça et où les actionnaires sont mal vus et mal traités. Bien au contraire, les actionnaires ils sont rois. Et à nouveau, c'est pas un pays où on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire que il y a un contrat d'investissement. Alors oui, bien sûr, mais y compris en France, je veux dire, si demain t'es toi tout seul contre Bernard Arnault, peut-être que tu vas perdre, même si ton contrat, voilà. Donc il y a le risque aussi dans une startup française. Si c'est toi tout seul, ou nous deux, toi et moi, ou même Léonis contre Conto ou Blablacar ou Doctolib, peut-être que c'est la même chose, tu vois. Donc, mais encore une fois, finalement, je suis plutôt plus rassuré d'être actionnaire aux États-Unis. Et qu'on me doive des millions aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, il y aura toujours la presse pour dire qu'est-ce que c'est que ces mecs, ces investisseurs, ces capitalistes et tout machin, tu vois. Donc c'est un risque, je pense, inhérent au business. Quoi que tu fasses quand tu investis dans n'importe quelle boîte française ou américaine. Après, le fait qu'on soit loin, aujourd'hui, on vit dans un monde où, si tu veux, New York, c'est pas loin. Il y a Zoom, il y a les emails. Et s'il faut que moi je me déplace au tribunal de New York, je prends un avion. Et toi aussi, je veux dire, c'est pas compliqué, quoi. Tu vois. Donc, et encore une fois, c'est à New York. C'est pas comme si. Alors, je te donne un exemple. On a investi dans quelques boîtes en Inde, par exemple, avec le club Léonis. Et l'un des éléments non négociables pour moi, c'était en fait d'investir dans une boîte américaine qui a pour marché l'Inde, qui tourne en Inde. Parce qu'investir en Inde dans une boîte indienne, là effectivement tu te retrouves avec une galère. Il faut que tu ailles plaider à Mumbai. Et encore, en Inde, ils parlent anglais, tu vois, mais c'est pas la même histoire. Mais tu connais pas les lois, les trucs, les castes, tu sais pas ce qui se passe. Et même la corruption, je sais même pas s'il y a de la corruption en Inde. J'imagine qu'il y en a. Je n'en sais rien, tu vois. Alors, il y a probablement de la corruption à New York. Il y en a dans tous les pays du monde, mais voilà, s'il faut aller à New York plaider un truc, c'est pas inquiétant. Donc voilà, voilà ce que je peux te dire. Ouais. Ouais, ok. Non, c'est convaincant. Alors, en termes de fiscalité, donc on a horizon, voilà, 5-7 ans, on peut vendre au secondaire, mais bon, c'est mieux d'attendre. On perçoit, voilà, on fait une sortie positive, on a du cash, de plus-value. C'est quoi, c'est flat tax pour nous Français? Comment ça se passe? Il y a d'autres prélèvements aux États-Unis? Exactement. C'est flat tax. On est taxé qu'en France, donc ça c'est formidable. En fait, c'est exactement comme si tu achètes des actions Google, Amazon, etc. Donc, quand tu investis, tu as un tax form, donc un formulaire fiscal qui s'appelle un K1, où tu dis, bah voilà, moi je suis résident fiscal français. Ça marche aussi avec les autres pays, si t'es en Suisse, etc. Je suis résident fiscal français, je paye mes impôts en France, et donc les États-Unis te disent, bon bah ok, c'est transparent, nous on laisse rentrer tout l'argent dans ton pays et tu seras taxé dans ton pays.
Donc effectivement, c'est flat tax, 30%. Si tu investis en holding, en société, c'est IS, impôt sur les sociétés. Tout simplement. Voilà. Pas de difficulté du tout particulière. Quel niveau parce que une des choses que tu recommandes, je crois, c'est d'avoir une diversification. Enfin, c'est un peu classique en investissement. Quel niveau de diversification que tu conseillerais, tout en sachant que, et là tu me corriges si je me trompe, mais est-ce que il n'y a pas possibilité d'influer sur son investissement, c'est-à-dire on y va de façon informée, tu vois, on va pas prendre tous les deals que Léonis nous envoie. On prend des deals en fonction de ses appétences, en fonction de ses connaissances peut-être d'un secteur en particulier autre. C'est pas forcément quelque chose de facile quand on a 100 positions non plus, tu vois. Donc est-ce qu'il y a un milieu, un équilibre qui est sympa à avoir dans la diversification de son... Alors ta question c'est dans combien de startups je devrais investir finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quel niveau dans combien de startups, ouais. Écoute, c'est dur à dire. Dans Léonis, il y a des gens qui suivent tous les deals et qui disent, voilà, Gabriel, il sélectionne des deals, voilà. Il y a des gens, effectivement, comme tu l'as dit, qui sélectionnent en disant, moi, je fais certains, pas d'autres, etc. Ce qui est sûr, on peut pas dire qu'on est diversifié si on a moins de, 5 investissements. Si t'as investi dans 3, 4 startups, on peut pas dire que ce soit diversifié, encore moins si t'en as une ou deux. Quand tu commences à en avoir 5, on peut dire que c'est diversifié, mais effectivement, entre 5 et 100, moi, tu vois, à titre perso, j'ai investi dans plus de 200 startups. Tout est possible. Moi, je donne pas de conseils là-dessus. Dans Léonis, chacun fait ce qu'il veut. Effectivement, la diversification, c'est bien. Et au bout d'un moment, si t'es trop diversifié, si t'investis dans 10 000 startups, ça n'a plus d'intérêt parce que tu divises ta somme par 10 000. Mais par contre, ce qui est très particulier en investissant dans les startups, c'est encore une fois cette répartition discrète par rapport aux multiples qu'on peut gagner. Les plus gros multiples dans la Silicon Valley, c'est x 10 000. Ça, c'est vraiment les grosses boîtes comme Airbnb, Facebook, etc. Moi, je vise pas x 10 000 parce que c'est vraiment peut-être une boîte par an. Mais je vise entre x100 et x1000. Et ça, c'est pas une boîte par an, ça arrive toutes les semaines, t'as des mecs qui font entre x100 et x1000. Et donc, tu vois, si t'investis dans... mon exemple, il est parlant. Moi, j'investis dans 200 startups. J'ai une boîte où j'ai fait x150. Et donc, cette boîte-là me rembourse plus que tous mes investissements que j'ai fait depuis 10 ans. Si tous mes autres investissements vont tous à zéro et que j'ai que fait sur cette boîte-là, ça me rembourse tout. Donc, il y a un petit côté en startup de dire il faut pas rater celle qui va vraiment marcher. Et c'est un peu particulier parce que du coup, mais il faut pas toutes les faire non plus pour autant. Voilà, donc c'est ça que je peux te dire. Débrouille-toi avec ça, c'est pas facile, mais avoir au moins 5, 10 au-dessus de 5, c'est bien. On commence à être diversifié. Après, autant qu'on veut, en fonction de ses moyens, de son envie et de son appétence aussi au risque. Il y a aussi quel pourcentage total de ton portefeuille est en startup. Tu vois, il y a des gens qui disent faut que ce soit 1%, des gens qui disent faut que ce soit 5, 10%. Moi personnellement, c'est nettement au-dessus de ça parce que c'est mon métier et j'adore ça et je sais comment trouver les bonnes startups. Mais entre 1 et 10% de son patrimoine, c'est une différence énorme. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Un truc aussi que j'imagine qui pourrait être un risque quand on investit, c'est au travers de Léonis. C'est toi finalement qui porte le business, tu vois. Et quelle est la capacité que tu as de continuer à sourcer des deals comme ça, parce que c'est tout est un petit peu bâti sur le réseau. Tu disais que tu étais introduit au Demo Day, invité au Demo Day, etc. de Y Combinator. Est-ce que c'est une barrière à l'entrée? Quel est ton unfair advantage à toi et qui fait que ça fonctionne, quoi? Alors, très très bonne question. Et mon unfair advantage, c'est effectivement ces entrées au Y Combinator. Et je te précise que les entrées, elles sont pas au nom de Gabriel, elles sont au nom de Léonis Investissement. Et donc, je peux tout à fait demain passer le flambeau à quelqu'un. C'est même une question, figure-toi, qu'on me posait très souvent. Et c'est normal quand on investit. Il y a des gens qui investissent des dizaines de milliers d'euros, mais même des centaines de milliers d'euros avec moi, et qui me disaient, mais si tu te fais rouler dessus, écrasé par un bus, qu'est-ce qui se passe? Qu'advient-il de mon argent, etc. C'est une question légitime. Et on me l'a posé tellement souvent que j'ai fini par agir. Ça fait déjà des années. Donc en 2021, je crois, ou en 2020, enfin je sais plus, il y a quelques années, j'ai fait en sorte que Léonis Investissement me survive, soit immortel. Ça veut dire qu'effectivement, si demain, soit j'arrête et je veux aller bronzer sur une plage, c'est pas le cas parce que j'adore ce que je fais, je veux faire ça pendant encore 20 ou 30 ans, mais si je change d'avis, quelqu'un peut prendre la suite, mais surtout si tout d'un coup je me fais effectivement une météorite me tombe dessus, il y a quelqu'un qui prendra la suite et qui pourra continuer de la même manière. Alors de la même manière, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'accès au Y Combinator, il est au nom de Léonis. Donc si tu dis voilà, moi je suis Paco, je travaille chez Léonis, t'auras accès, il y a pas de problème. Enfin, il suffit pas de le dire, il faut que voilà. Et sinon il y a des gens qui vont tenter. Ensuite, ma vision de trouver les deals et d'investissement, elle est assez documentée entre mes vidéos YouTube, mes 2 bouquins, etc. Et donc j'ai mis en place un comité de succession en fait, qui est chargé de recruter un successeur et de nommer un successeur à ma place. J'ai d'ailleurs déjà fait quelques suggestions de personnes qui connaissent bien mon travail et qui pourraient prendre cette place-là. Donc voilà, il n'y a pas de souci, ça dépend pas
2 mois. Et d'ailleurs, j'ai une équipe qui m'accompagne sur Léonis Investissement, donc je fais pas tout seul. Et pareil, une équipe qui serait capable de prendre le relais. Donc voilà, Léonis Investissement pourra me survivre parce que c'était une demande courante et qui est très compréhensible. Ça dépend pas de moi personnellement, Gabriel. Voilà. Ok, merci pour la transparence. Quels sont tes projets, pour toi, du coup, maintenant parce que est-ce que tu vas continuer indéfiniment? Donc, tu as des 200 positions, tu vas arriver jusqu'à 400, 500 positions. Continuer à investir. Quelles sont tes ambitions, tes projets du moment? Oui, alors 200, moi c'est en perso depuis 2013, donc ça remonte avec Léonis, on a fait qu'une cinquantaine d'investissements, mais bien sûr, moi je continue à investir dans les startups. Je trouve qu'il n'y a jamais eu de meilleure période pour investir dans les startups. C'est une période un peu particulière. Là, on est début 2023, en mars 2023, et bien sûr, depuis quelques mois, les valeurs technologiques souffrent en bourse, les startups souffrent, il y a moins de levées de fonds, etc. Mais c'est le meilleur moment pour investir. C'est dans les crises que se créent les meilleures startups. Airbnb, Pinterest, Stripe ont été créés en 2008. Google, eBay, Amazon ont été créés entre 99 et 2001. Donc, c'est un moment extraordinaire pour investir. Moi, je continue à investir. Effectivement, moi, j'ai pas 10% de mon patrimoine dans les startups, mais beaucoup, beaucoup plus que ça. Parce que je sais comment les sélectionner et j'ai des résultats. Et donc, je continue comme ça. Donc, mes projets, c'est d'une part, continuer à trouver les meilleures startups possibles au Y Combinator et les proposer aux membres de Léonis Investissement. Une espèce d'objectif fou que je me suis créé, complètement marketing et un peu pas bidon, mais c'est un peu drôle de dire ça, mais moi j'ai pour objectif de créer 1000 millionnaires en France grâce à leurs investissements. Ça veut rien dire. Il y a même des gens qui m'ont dit quand on entend ce genre de truc, ça donne envie de partir en courant, ça fait arnaque. Donc je le dis un peu comme un gimmick. Je le ferai pas, j'en sais rien, mais voilà, je veux continuer non seulement à trouver les meilleurs deals, mais à les proposer. Et si tu veux, ce qui m'anime, c'est pas moi de gagner de l'argent, je gagne bien ma vie et tant mieux pour moi, mais ce qui m'anime, c'est que cet argent, si je le fais gagner aux membres, ça peut changer leur vie à eux. Moi, ma vie, elle a changé déjà grâce à Léonis et grâce aux startups depuis longtemps, mais je peux vraiment changer la vie des gens si ils font un exit et qu'ils gagnent 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. Ils vont s'acheter, une voiture, ils vont partir à la retraite plus tôt, une maison au bord de la mer. Ça change vraiment la vie. Ça m'anime énormément. Aujourd'hui, il y a personne qui a acheté de maison grâce à moi, qu'on soit bien clair. Mais ça, j'aimerais bien faire ça. Donc, continuer à proposer les meilleurs deals. Ça fait des années que maintenant, voilà, avec Léonis, on a accès au Y Combinator. C'est les meilleures startups du monde, de la planète à peu près. Donc, continuer ça. Et puis, écoute, je te fais une grande annonce en exclu, puisque je travaille depuis plusieurs mois maintenant et je l'ai encore jamais annoncé, mais ça y est, c'est en train d'être finalisé sur un fonds d'investissement que je vais moi-même porter. Voilà, tout simplement. Donc ça, il y a plein de projets pour l'avenir. Et ce fonds-là, si tu peux en parler un peu, ça serait l'idée, la différence, ça serait que ce serait des capitaux investis. Quelle serait la différence dans le mécanisme, juste pour être sûr d'avoir compris. Alors, ce fonds est un fonds américain, puisque tout ce que je fais, c'est aux États-Unis, et donc je dois respecter la loi américaine à propos de ce fonds, et la loi, notamment, m'interdit en fait d'en parler. Mais la différence, c'est que c'est un fonds d'investissement et pas un club, et donc c'est des investisseurs plus gros, et ça fonctionne pas pareil. Le club, je propose les investissements et chacun choisit, et le fonds, c'est des gens qui me confient leur argent pour investir. Alors ça a plein d'intérêts, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, mais le club, j'ai pas le temps de tout regarder, machin, etc. » Voilà, ça, je crois qu'en te disant ça, ça va. Je peux essayer de te dire d'autres trucs, mais il y a plein de trucs que je peux pas te dire, c'est pas moi, c'est la loi, donc voilà. Non, mais j'ai compris. Non, c'était pour comprendre si c'était dans une optique justement de différenciation. Je comprends bien, c'est dans une optique de scalabilité, encore une fois, d'avoir plus de fonds, de faire plus de choses avec, et si je comprends bien entre les lignes aussi, plus de responsabilité qui va avec plus de visibilité et autres. Oui, tout à fait. Et alors, je te précise un autre truc. Effectivement, pourquoi ce fonds? Effectivement, tu l'as bien compris, plus de scalabilité, grossir, etc. Donc, je te le disais en introduction, avec le club, on a investi 31 millions de dollars depuis le début. Donc, c'est pas moi qui ai investi 31 millions, c'est pas les miens, je les ai pas, mais c'est tous les membres et toute la communauté. Et donc, je me suis fixé comme objectif d'investir dans ma vie 100 millions. Au départ, je m'étais fixé cet objectif-là. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, on allait y venir. Alors, 31 millions en 5 ans, il y a encore le temps, mais ça s'accélère, en fait. Il y a de plus en plus. L'année dernière, on a investi juste en 2022. On a investi 12 millions, 13 millions. Donc, voilà, ça, je sais même plus le chiffre. C'est entre 12 et 13. Donc ça augmente, voilà. Et donc, je me suis rendu compte, finalement, il y a quelques mois, que les 100 millions, j'allais y arriver assez logiquement, pas en 2023, ni peut-être pas en 2024, mais ça arrive, ça vient. Et donc j'ai changé mon objectif et je me suis dit, ok, dans ma vie, parce que je suis encore assez jeune et j'ai envie de faire ça très longtemps, dans ma vie, je vais investir 1 milliard. Et là, je me suis dit, tu sais, les objectifs, on dit qu'il faut que ce soit, si tu sais déjà comment atteindre ton objectif, il est pas assez ambitieux. Donc j'ai aucune idée. Enfin, ça me paraît complètement délirant, 1 milliard. C'est à la limite de la folie de dire, mais attends, mais 1 milliard, tu planes complètement. Mais
quand on se fixe des objectifs, le cerveau, un peu inconsciemment, il essaye de se dire, ok, bah, imaginons, je veux vraiment investir 1 milliard, comment je ferais? Et aujourd'hui, j'ai toujours aucune idée, je le précise. Mais en tout cas, le fonds d'investissement, c'est déjà une étape de plus. Et à nouveau, le fonds va pas faire 1 milliard et va pas me permettre d'investir 1 milliard, en tout cas pas dans les années qui viennent. Mais c'est une étape supplémentaire. Et donc, voilà. Ok, attends, mais très bien, très ambitieux, mais c'est bien comme tu dis, il faut se programmer pour aller plus loin que ce qu'on imagine avec notre pensée limitante actuelle. Donc c'est carrément cool. Écoute, on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Merci pour ton temps. Juste une dernière question plus liée en fait à ton activité de manière générale, parce que tu as une chaîne YouTube également. On voit que tu es très actif. Est-ce que tu as toi quelle est ta façon de gagner ou d'avoir cette productivité? Tu parlais d'automatisation tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses aussi qui permettent de faire plus avec ta journée et de conserver aussi ce niveau d'énergie, parce que c'est important quand on entreprend de garder son énergie, quoi. Oui, alors, pareil, là on peut repartir pour 1h30. Non, mais c'est une super question et c'est un sujet en tout cas je prétends pas avoir toutes les réponses, mais c'est un sujet qui me passionne et du coup c'est un sujet auquel je m'intéresse énormément. Alors pour te répondre, déjà il faut que tu saches que je lis à peu près 40 à 50 livres par an de non-fiction. Donc de business, etc. Donc j'ai lu tout ce qui se fait sur la productivité, l'organisation, etc., etc. Un élément, je trouve, qui résume le mieux ce que j'applique, c'est la différence entre la motivation et la discipline. Si tu travailles en fonction de ta motivation, au moment où tu prends des bonnes résolutions, en janvier, tout le monde est motivé. Tout le monde veut aller à la salle de sport, maigrir, tout le monde dit cette année je vais faire mieux, machin. Et le problème de la motivation, c'est que ça diminue au fil du temps, ça s'effrite et ça revient à zéro. Et donc on est en mars et ça y est, ça fait 2 mois, t'as plus la motivation et tu vas plus à la salle. Donc ça c'est la motivation et on croit que c'est ça qu'il faut et c'est pas ça qu'il faut. Et donc moi ce que j'essaie d'appliquer c'est la discipline. Et la discipline c'est des règles auxquelles tu peux pas échapper. Je te donne plusieurs exemples. Je me suis marié récemment et je me suis mis une règle, j'enlève ma bague le soir pour dormir, mon alliance, et le matin, je me suis mis une règle, je peux pas mettre mon alliance si j'ai pas fait 40 pompes. En fait, je peux pas, c'est impossible. Et donc, mais je peux pas sortir de chez moi sans mon alliance. Toutes les femmes vont se jeter sur moi, c'est pas possible. Ma femme va faire la gueule, tu vois. Donc, à un moment, il y a un truc, je suis obligé de faire mes pompes. Et depuis que j'ai mis cette règle, tous les matins, j'ai fait mes pompes. Tous les matins, point final. Je te donne un autre exemple. Je passais trop de temps sur mes emails. J'ai acheté un logiciel qui s'appelle Freedom, que je vous recommande, où mes mails sont bloqués avant 16h. Donc, 100% de mes mails, avant 16h, c'est pas la peine, ils sont bloqués. Et 50 fois par semaine, j'ai envie de craquer, je me connecte. Et c'est bloqué, je peux pas. Alors, si je fais un truc chiant, que je vais sur mon téléphone, que je prends non pas le Superhuman que j'utilise, mais Gmail, si j'ai une urgence, je peux vraiment regarder. Mais du coup, je le fais pas et je fais mes mails après 16h, ce qui veut dire que de 9h à 16h, je suis productif sur des tâches à haute valeur ajoutée. Et les mails, c'est plutôt quelque chose sur lequel on est en réaction, qui fait un peu perdre du temps, entre guillemets. Et donc, je le fais que en fin de journée, quand mon énergie est un peu vidée et que c'est moins important. Donc voilà, plein d'exemples comme ça où je me suis juste pas donné le choix, en fait. Et donc, voilà, ça c'est... Et alors, effectivement, par ailleurs, déléguer, automatiser, j'ai une équipe. C'était très dur pour moi de déléguer, j'ai eu énormément de mal, mais à force de... Et puis, je voyage dans à peu près, avec ma femme, on voyage dans à peu près une 15aine de pays par an, surtout pour le plaisir. On pourrait appeler ça digital nomade, même si ça veut tout et rien dire. Et donc, pareil, entre les différents fuseaux horaires, finalement cet après-midi, je bosse pas, mais je vais partir visiter un temple en Malaisie. T'es obligé de t'organiser différemment, de réfléchir pour que ton business continue à tourner. Tu voyages pas aux dépens de ton activité, c'est pas des vacances. Sinon, je serais en vacances toute l'année. Je suis jamais en vacances, en fait. Je travaille tout le temps, mais aux quatre coins du monde. Et donc, tu réfléchis vraiment à ton organisation, à comment tu délègues, à comment tu automatises, etc. Donc, voilà. Des livres, de la discipline et de l'organisation. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, je pourrais t'en parler pendant 1 heure, mais je m'arrête là. Quelques ressources dans ce chapitre-là, justement, de bouquins ou de médias qui t'ont particulièrement impactant, que tu pourrais conseiller aux gens qui... Sur ces deux aspects, hein, que ça peut être sur l'invest dans les startups ou productivité également. Alors l'invest dans les startups, je suis obligé de citer cet excellent ouvrage de Gabriel Jarosson qui s'appelle Mes secrets d'investisseur. Le deuxième donc qui sort en mai et il s'appelle Investir dans les startups x100 ou rien. Toujours aux éditions Maxima Duno. Et donc après, qu'est-ce qu'il y a dans l'investissement dans les startups ? Il y a Angel qui est pas mal de Jason Calacanis, qui est assez intéressant. Il convient plus aux gens qui ont 100 000 balles ou plus à investir. Donc, faut quand même être un peu chaud, quoi. Faut avoir un peu d'argent. Mais pour des gens, voilà. Sinon, sur la productivité,
c'est des trucs classiques, mais il y a la 25e heure qui est pas mal. Je sais plus l'auteur, mais c'est des Français. Et il y en a un qui est pas mal aussi, c'est How to Break Up with Your Phone. Ah oui, un truc de productivité qui est dingue, c'est de couper toutes ces notifs, de pas avoir les mails en push, de pas avoir WhatsApp, les SMS en push, etc. Le téléphone, le téléphone, il est jamais dans ma chambre. Donc le téléphone, le soir, il est posé et je le récupère le matin. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré que plus tu tardais à prendre ton téléphone le matin, donc soit tu le prends dès que tu te réveilles, boum, tu regardes. Mais si tu attends 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, plus tu tardes à le prendre, plus tu vas être productif ce jour-là. Donc potentiellement, tu prends ton téléphone qu'à midi, quoi. Et le matin, t'es productif, tu regardes même pas ton téléphone finalement. Donc voilà, How to Break Up with Your Phone, pareil, j'ai pas l'auteur, mais c'est ma femme qui me l'avait offert d'ailleurs. J'étais un peu accro. C'était un message caché, quoi. Ouais, un message pas du tout caché, genre tiens, lis ça, tu me fais chier avec ton portable. Non mais vraiment. Donc voilà. Et l'autre truc, tu me disais, mais ça, pour moi, c'est important. Tu me disais, mais comment tu fais pour garder ce niveau d'énergie? C'est un truc pareil. On en a très très souvent parlé avec ma femme, et on est tous les deux entrepreneurs. Donc, si tu te mets pas de limite, en fait, tu bosses tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le soir, le week-end et tout. Et donc, on a mis une espèce de règle qu'on a respectée. Pareil, discipline, règle. Le fait d'être deux, ça permet vraiment de se contrôler l'un l'autre. De se contrôler. S'il y en a un qui respecte pas, on dit, bah attends, là, tu respectes pas. C'est pas un contrôle, mais voilà. Je bosse jamais après. Enfin, quand j'arrête le soir, en général, c'est vers 19h. Ça peut être jusqu'à 20h, 21h, mais en général, c'est vers 19h. Mais une fois que j'ai arrêté et que je dîne, je reprends jamais le boulot le soir. Jamais, ever. Donc, même s'il y a un truc urgent, enfin, ça m'est arrivé 3 fois une giga urgence, mais voilà, jamais. Et donc, ça attendra le lendemain matin, et rien du tout le week-end. Le week-end, je suis off. Je regarde pas mon ordi, pas mes mails, rien. Donc, ça permet de recharger les batteries. Et après, le fait de voyager, enfin, ça m'arrive de pas bosser pendant, tu vois, tout un jeu. Si je dis, bah, le jeudi après-midi, je prends mon week-end. Le jeudi après-midi, je pars faire un truc. Tout le vendredi, tout, recharger les batteries. Mais même si t'es à la maison, de pas bosser le week-end, ça aide énormément pour revenir frais le lendemain. Moi, j'ai failli faire un burn-out quand juste avant de vendre ma boîte de vin là en 2015. Voilà, j'étais vraiment pas bien, et donc c'est hyper important la santé mentale. On en parle assez peu, mais c'est hyper important. Ouais, non, mais je suis complètement aligné avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, ouais, cette histoire de week-end de pas bosser, c'est vrai que c'est un truc qui est flippant un peu, mais en fait, quand tu le fais, tu te rends compte que tu peux t'habituer. C'est comme quand pendant les vacances, tu passes une journée unplug complètement, et tu te rends compte que t'es passé, quoi. La journée s'est passée et ta vie, elle a continué. Ouais, y a rien de dramatique, quoi. Les gens, il y a un autre truc, c'est les emails. On pense tous, moi le premier, que si tu réponds pas à l'email le jour même, t'es un plouc, ça va pas, il y a un problème. En fait, les gens, tu leur réponds pas. Au pire, au bout de 2-3 jours, ils vont t'envoyer une relance, genre hey, t'as vu mon mail? Et tu dis oui, désolé, voilà, je te réponds. Mais moi, j'ai des mails maintenant, je réponds. Les trucs pas urgents, je les mets de côté, mais ça m'arrive de répondre 10 jours après. Et les gens m'ont envoyé parfois 1-2 relances, et je dis bah attends, je te réponds quand moi j'ai envie. En fait, l'email, c'est les gens qui t'imposent leur rythme à eux, mais moi je le fais sur mon temps à moi. Donc effectivement, moi je parle à énormément de gens dans ce milieu de l'investissement, des entrepreneurs. Et tu sais, les gens pour blaguer me disent ah bah oui, mais toi je vois tout ce que tu fais. L'autre jour là, un gars qui me disait ouais, moi j'ai 3 enfants, mais moi je fais des semaines de 100 heures, donc je les vois pas beaucoup. Et il me dit oh bah toi c'est pareil, je suis sûr. Et tu vois, j'ai pas réagi, je lui ai pas dit attends, t'as rien compris à la vie mon coco, il a 50 ans, mais au fond de moi je me disais pas t'as rien compris, mais en tout cas moi c'est pas ce que je veux du tout, et je suis bien content de pas bosser 100 heures par semaine, et de voilà, d'avoir du temps pour ma famille, voilà, et pour moi. Ouais, non, carrément. C'est pour la durée, c'est ça le hack de notre décennie, c'est du siècle, c'est vraiment durer dans la durée, de vivre bien jusqu'à la fin de ses jours, même si on meurt à 60, 90, 70, 80, mais qu'on ait vraiment bien vécu. Tu sais, tu peux regarder sur YouTube, et j'invite tous les gens qui nous écoutent, qui sont encore là, après 1h15 presque, les regrets des gens avant la mort. Tu tapes sur YouTube, et c'est des gens qui sont sur leur lit de mort, et on leur dit qu'est-ce que tu regrettes. Et tout le monde te dit, personne te dit j'aurais dû bosser plus. Tout le monde te dit j'aurais dû prendre plus de temps pour moi, mes proches, être avec ma famille et tout. Donc la vie est courte, malheureusement, on a tous des exemples, on sait que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et moi, ça me fait chier de dire je bosse comme un malade maintenant et je profiterai à la retraite. On sait pas, on n'atteindra peut-être pas la retraite, ou peut-être pas en bonne santé. Il faut profiter maintenant. J'ai regardé sur Netflix le spectacle de Kian Kojandi, le mec de Bref. Il a fait un spectacle qui est pas mal. Ça parle un peu trop de sexe, mais bon, c'est pas mal. Bon, alors, tu me diras, un spectacle d'humour, remarque, c'est pas bon, bref. Et il parle de la mort de son père en disant, mais vous allez voir, on va rigoler. Et c'est vrai que finalement, il arrive à dire des trucs drôles sur la mort de son père. C'est assez fou. Et à la toute fin, il dit un truc, tu vois, qui m'est resté. J'ai regardé il y a déjà 2 semaines, mais il a dit, mais mon père, il raconte à un de ses copains, mon père, quand il était en train de mourir à l'hôpital, il faisait des blagues. Et son copain, il lui répond, mais on est tous en train de mourir, donc autant faire des blagues. Et j'ai trouvé ça super fort, tu vois, c'est con, mais voilà, c'est vrai. Voilà, donc autant profiter aujourd'hui de la vie et faire des trucs intéressants et bosser, mais pas faire que bosser, voilà.
Super, c'est très inspirant, ça me plaît beaucoup. Merci pour ça. Où est-ce que les gens peuvent te contacter en semaine après 16 heures, du coup? Ouais. Le plus simple, pour me contacter, le plus simple, c'est LinkedIn. Ajoutez-moi, je vous accepterai, il n'y a pas de problème. Donc vous tapez mon nom, Gabriel Jarosson. Je suis bien sûr sur YouTube. C'est moins facile de contacter les gens sur YouTube, mais pour regarder un peu, pour me suivre. Voilà, ouais, LinkedIn, YouTube, ça me paraît très bien, à mon avis, c'est pour commencer. Super. Bon, on va mettre tout ça dans les liens de l'épisode. Merci infiniment, Gabriel, pour ton temps. T'as été très généreux avec ton partage, donc c'est vraiment cool. Merci à toi. Merci de m'avoir invité, c'était chouette. Et puis, je te dis à très bientôt. À plus, ciao, ciao. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!